des rapports sur le réchauffement climatique, il y en a depuis des dizaines d'années. Les catastrophes climatiques qui prévoyaient, on commence à les vivre. Qu'est-ce qu'on fait ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Charbon. Je reçois aujourd'hui Maëva Courtois qui est CEO et cofondatrice de la société Helios, spécialisée dans les comptes bancaires responsables et un peu plus éthiques. Merci à toi. Comment tu vas Maëva ? Très bien, merci à vous de me recevoir. Je suis ravi de t'avoir avec nous. Tu vas nous parler de ton aventure, tu vas nous parler évidemment de Helios, tu vas nous parler de la French Tech. Pour commencer, si tu veux bien, est-ce que tu peux nous donner le parcours, nous parler un peu de ton CV ? J'ai vu des études en maths, j'ai vu... un passage dans certaines boîtes assez importantes. Est-ce que tu peux me raconter un peu d'où tu viens et qui tu es ? Ouais, avec plaisir. Tu as fait un début de parcours, effectivement, ingé en maths. Je suis sortie d'école, j'ai commencé à travailler en finance de marché. J'ai bossé en banque d'investissement. Je m'occupais en fait de la partie quantitative du trading, en gros. Créer des algorithmes, un peu la compréhension de comment fonctionnent les marchés et du coup essayer de se positionner comme ça. Puis j'ai changé pour passer en fonds d'investissement où j'ai été en charge de monter le pôle de finance durable. Donc en fait, il faut revenir... il y a à peu près 7 ans, 6-7 ans, un moment où la réglementation change côté banque et on demande aux acteurs financiers d'intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leurs décisions d'investissement s'ils veulent continuer à pouvoir vendre vendre leurs fonds et en tout cas aller faire des collectes de fonds auprès des assureurs. Et donc j'ai été en charge de monter ce pôle de finance durable. À l'époque... Moi, je fais un peu mon switch écologie à ce moment-là, parce que je suis en fait consciente du réchauffement climatique, mais un peu, un peu de loin. C'est-à-dire que ça me paraît quand même quelque chose d'assez lointain, assez intangible et assez difficilement compréhensible. Et en fait, en montant ce pôle-là, je commence à lire tous les rapports scientifiques sur le sujet, surtout tous les rapports sectoriels, rencontrer les entreprises pour comprendre comment elles s'engagent au niveau de la durabilité. Et là, grosse désillusion, grosse crise, on va dire, parce que je me rends compte que des rapports sur le réchauffement climatique, déjà il y en a depuis des dizaines d'années. Si on prend les rapports des années 80-90 qui estimaient l'augmentation des températures autour de 2020, en fait, on y est exactement. Il y a très peu de marge d'erreur et les catastrophes climatiques et météorologiques qui prévoyaient, on commence à les vivre. Et quand tu vois les estimations pour 2050, tu dis OK, donc en fait, c'est pas des estimations à la louche, c'est quelque chose qui est très clair, très précis. Donc si tu regardes qu'est-ce qui va se passer en 2050, hausse des températures et du coup tout ce qui va en découler, c'est-à-dire grosse hausse aussi du nombre et des volumes de problèmes météorologiques et climatiques, et puis beaucoup de mouvements de foule, etc., des endroits qui sont plus vivables, et donc à ce moment-là, en fait, c'est pas possible. Alors qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais comme si j'oubliais, parce que là c'est assez désespérant et déprimant, et j'en parle beaucoup donc à Julia qui est mon associée aujourd'hui chez Helios, avec qui j'ai monté Helios, et je pense que j'étais assez déprimante parce qu'à chaque fois que je la voyais, je lui racontais je viens de lire que dans telle région du monde en fait dans 30 ans ce sera plus vivable parce que le niveau d'humidité sera tellement fort que tu pourras plus sortir, sinon tu risques de mourir sans t'en rendre compte, en gros. Et un jour, elle me dit, en vrai, c'est quand même sacrément déprimant ce que tu me racontes. Qu'est-ce qu'on fait ? Je dis, je sais pas, moi, je travaille déjà en finance à intégrer de l'intérieur les critères environnementaux. J'ai l'impression que je fais ma part. Elle me dit, oui, mais tu sais très bien que tu vas pas du tout assez loin, que ce qui se fait actuellement, et ce que tu fais actuellement en finance et dans le monde bancaire, en fait, ça reste très en surface, très marketing, et pas du tout une stratégie qui est cœur en fait pour les acteurs financiers. Et donc on passe pas mal de temps à réfléchir. On se dit, si tu regardes en tant que particulier, en tant que consommateur, citoyen, etc., on te remet toujours la faute dessus. Donc on te dit réchauffement climatique, faites des efforts, tout vient de vous. Comment est-ce qu'on permet aux
clients particuliers, aux personnes particulières, d'agir pour la transition écologique, mais avec une arme qu'ils n'ont pas en main jusqu'ici, c'est-à-dire l'argent. Tu as les banques qui ont la main sur les dépôts de leurs clients et qui vont décider de financer une entreprise A plutôt qu'une entreprise B. À l'époque, et d'ailleurs c'est toujours le cas, on va quand même dans la bonne direction, mais c'est toujours le cas, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup des financements qui vont à des entreprises qui représentent un risque pour le climat et surtout qui sont des entreprises climaticides, typiquement des entreprises dans le charbon, dans le pétrole, dans le gaz. Ça, c'est des entreprises qu'on ne veut pas voir se développer dans les prochaines années et donc qu'il faut arrêter de financer. Et donc du coup on décide de monter Helios en 2020. L'objectif, c'est de permettre et de proposer à tous les particuliers qui le souhaitent de pouvoir financer la transition écologique sans changer leurs habitudes bancaires, donc avec des outils financiers, des comptes bancaires qui sont tes comptes du quotidien. Et donc l'objectif, c'est de remplacer ta banque de détail, proposer tous les comptes que tu peux avoir de manière générale, donc tes comptes courants, on propose des comptes courants, des comptes joints, des comptes jeunes, des livrets d'épargne, maintenant de l'assurance vie aussi. Et tout ça avec la promesse qu'on va flécher les flux d'argent vers des projets à impact qui vont développer des alternatives que tu pourras consommer toi ensuite en tant que consommateur et qui pourront proposer des nouveaux modèles dans les différents secteurs qui doivent être transformés. Merci pour cette belle introduction, pour mieux saisir les enjeux et aussi ton parcours qui t'a amené à te positionner très clairement et d'agir, parce que comme tu l'as dit, tu avais conscience et tu pensais faire le boulot et au final, tu as parlé avec ton associé sur le fait qu'il fallait aller plus loin. Au bout d'un an d'existence, vous avez levé 9 millions d'euros, si je me trompe pas, 50 000 clients, donc c'est des chiffres qui sont assez éloquents, qui montrent, 1, l'intérêt du projet, 2, sa pertinence, et 3, l'engouement des utilisateurs et des Français sur ce projet-là. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens une traction par rapport à vos offres? Est-ce que tu sens que le Français moyen, il est concerné par ça? Ou ça reste un profil bien singulier, peut-être plus urbain, je sais pas. Est-ce que tu sens que ça se développe? Et quels sont les profils de vos clients? Alors déjà, le premier problème, on va dire, auquel on a été confronté, c'est quand on s'est lancé, on a dit, on va lancer une banque dédiée au financement de la transition écologique. Et les gens disaient, quoi? Et c'est quoi une banque bio, une banque écolo? Je comprends pas trop le rapport entre l'écologie et la banque. Donc déjà, gros moment d'évangélisation sur le sujet. La banque, son vrai rôle, c'est pas ce qu'on voit en frontal, un rôle commercial qui te propose juste un compte, une carte. Son rôle, c'est de financer les entreprises, et les particuliers d'ailleurs, et les États, financer des projets et donc de financer l'avenir. Et donc, elle a un peu la possibilité de modeler ce que sera l'économie de demain en choisissant le type de projet qu'elle va financer. Donc déjà, de devoir évangéliser sur ce sujet, c'était un gros point. En 2023, on voit qu'il y a quand même une bonne partie, il y a quand même une grosse évangélisation sur ce sujet qui est fait par nous, mais aussi par plein d'autres acteurs, dont même les banques traditionnelles, qui essaient de se positionner petit à petit. Et ce qu'on voit, d'ailleurs... On a fait une étude sur justement est-ce que les Français ont quel rapport à l'écologie ont les Français et en fait ce qui est intéressant c'est que c'était pas la même étude mais le chiffre en 2020 c'était autour de 60% des Français se sentent concernés par le réchauffement climatique. Là en 2023 c'est plus de 80% des Français qui disent en fait se sentir concernés parce qu'ils commencent à avoir peur. Ouais. Mais entre se sentir concerné et passer par vous pour ces activités bancaires, est-ce que tu sens qu'il y a eu ce déclic ou pas? Ou est-ce que c'est en évolution? Ou est-ce que c'est pas extrêmement palpable? On est comment aujourd'hui? Parce qu'en vrai, la solution, elle est hyper claire, elle est hyper complète. Et si on se pose la question d'y aller, normalement, tout le monde doit dire go. Mais 50 000 utilisateurs en 2 ans, c'est beaucoup. Et en même temps, on se dit, mais en fait, il y a un marché de dingue à aller choper. Il faut réussir à convaincre tout le monde. Donc, comment tu perçois cette traction-là, justement? Comment ils agissent, les gens? Est-ce que tu les vois vraiment arriver dans l'action? Parce que moi, tu me demandes, c'est pareil. J'ai envie de m'engager, tu vois. Mais pour autant, je suis pas encore chez vous. Donc, tu vois, il y a ce petit gap aussi de passer à l'action.
Alors, je pense que le premier blocage à l'action, c'est la crainte d'avoir un service qui est moins bien. Tu te dis, bon, je vais aller sur un service à impact, du coup, j'y vais pour l'impact, mais est-ce que je vais avoir quelque chose en termes d'expérience utilisateur qui va être aussi bien que ce que je peux avoir ailleurs? Ça, c'était notre pilier numéro 2 après l'impact, et on doit proposer la meilleure expérience utilisateur, et du coup, des features et des produits qui sont au niveau de ce qu'on peut trouver dans les banques en ligne et les néobanques du marché. Ça, je pense que c'est plutôt gagné. Après, le deuxième point, c'est de pouvoir proposer une gamme de produits qui est assez diversifiée, parce que déjà tu te trouves facilement des excuses quand il faut changer. Tu dis mais ça a l'air long, il va falloir que j'envoie des papiers. Tu dis non, tu scannes ta pièce d'identité sur ton canapé et t'as ouvert un compte. Ah zut. Bon alors je vais trouver une autre excuse. En fait j'ai besoin d'un chéquier. En vrai t'as pas besoin d'un chéquier, c'est pas. Enfin, la plupart des gens n'ont pas besoin, n'utilisent quasiment jamais leur chéquier. Il y a des alternatives, tu peux garder un chéquier dans une autre banque. Et après, il y a côté produit, j'aimerais bien quand même avoir mon épargne et mon assurance vie ou d'autres comptes au même endroit. Et ça a été le focus aussi sur les 2 dernières années. Ultra speedé pour pouvoir proposer la gamme de produits type de la banque de détail, où tu dis je peux avoir mon compte courant, mon compte joint. Moi j'ai mon compte courant, mon compte joint, mon épargne et mon assurance vie. Donc en fait t'as tout au même endroit, et là ça devient plus facile de sauter le pas. Ensuite le point de bascule, c'est au moment où ça devient connu du plus grand nombre, parce que évidemment que les plus sensibilisés au sujet sont les premiers à être au courant d'alternatives comme Helios. Et en fait, tout l'enjeu, c'est de passer au 2e cercle des gens concernés, mais qui commencent leur cheminement et qui, du coup, vont un peu prendre leur to-do list. Qu'est-ce que je fais pour baisser mon empreinte carbone? Et donc, rentrer dans cette case-là. Dans une des étapes, il y a baisser ma consommation, mais également changer de banque. Tu parlais effectivement des produits et de la qualité de la relation client et de l'offre qui est faite, mais il y a un élément aussi que je pense assez important, et je pense que vous l'avez en tête des actions que vous menez, c'est la com et le market qui est autour de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des grosses banques historiques qui font des pubs toutes les semaines, qui passent en télé, qui lancent aussi des concurrents directs à vous, ils internalisent des boîtes et des startups, ils les lancent aussi. Ils ont un impact, une force de frappe qui est folle. Et je rebondis justement sur votre pop-up store que vous aviez lancé il y a quelques semaines, le Pop-Hope Store, avec le jeu de mots sur l'espoir. Ça montre aussi que vous avez compris les enjeux marketing, d'aller toucher et de faire de l'événementiel et de craquer un peu cette prise de parole qui est un peu hybride. Et est-ce que tu peux nous dire ce que ça vous a rapporté? Est-ce que cette OP, ce hook de com a été efficace? À quel niveau? Alors, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes budgets qu'une banque traditionnelle. Rien que prendre l'exemple du parrainage ou des primes d'entrée dans la plupart des banques, souvent c'est 150 € si tu ouvres un compte chez les banques un peu tradies. Nous, on ne propose pas ce type de soudoiement, on va dire, pour ouvrir des comptes. Donc faut aller toucher différemment avec des budgets complètement différents, ça c'est sûr. On a différents types d'événements, de com. Effectivement, c'est la première fois qu'on lançait quelque chose de physique. C'est assez différent de ce qui peut être fait d'habitude, et en plus l'équipe s'est lancée un peu en solo, donc ils sont fiers là du résultat, très contents du résultat, mais on n'est pas passé par une agence événementielle, on a tout organisé de manière solitaire. Par contre, ce qui était assez je pense impressionnant pour nous, et c'est le fait que ça soit enfin tangible. Tu parles d'argent, tu parles de projet, d'impact, etc., de compte, et en fait derrière tout est en ligne et tout est en com numérique. Et là, d'un coup, tu arrives dans un lieu physique où tu vas rencontrer des boîtes. Du coup, on a lancé un collectif qui s'appelle Tous Consommateurs, qui regroupe justement une bonne partie de commerçants éco-responsables français et qui vont proposer des alternatives à ta conso de tous les jours. Et en fait, tu rentres là-dedans et tu dis « Ah, ok, c'est pas juste dans l'application Helios, je retrouve toute la liste de ces alternatives.
initiatives. Là, je les vois et je vois leurs produits et du coup, c'était un peu, pour nous, c'était l'enjeu de mettre quelque chose de tangible face à nos clients. Ouais, exactement. Et là, c'était à Paris. On l'a fait sur 4 jours, donc c'est une première. Mais gros succès, on a eu beaucoup de monde, donc beaucoup de gens qui nous connaissaient quand même, soit par les réseaux partenaires, soit de notre réseau. L'objectif, ce sera de passer sur quelque chose d'un peu plus grand, donc un plus grand lieu, sûrement l'année prochaine. Donc avec, là, on avait 10 partenaires dans le programme Tous Consomme Acteurs. On est quasiment une centaine de partenaires. Donc l'objectif, c'est que l'année prochaine, on soit plutôt 30-40 partenaires avec des stands. Et en fait, on avait lancé dans ce pop-up une expérience immersive pour essayer aussi. Donc, en fait, le premier étage te montrait l'impact du réchauffement climatique de façon tangible. Donc, typiquement, tu avais une boîte avec une journée de déchets d'un foyer français. C'est hyper choquant. Le truc était énorme et du coup tu le vois tu le vois vraiment de tes yeux. Donc plutôt expérience immersive type musée. Pareil, on montrait sur 10 t-shirts, en fait sur 10 habits en France, il y en a 7 qui sont pas portés dans l'année. Donc en fait c'est énorme la surconsommation. Donc l'objectif c'était de montrer ok, voilà où on en est. Voilà où on peut aller et en fait si vous voulez découvrir des alternatives, découvrez les partenaires de Tous Consomme Acteurs par Helios. J'ai une question parce que toi aussi ça peut-être, je sais pas si vous le faites déjà, mais est-ce qu'il y a des programmes spécifiques pour les profils entrepreneurs? Parce que on se parlait d'aller toucher des gens engagés, c'est pas forcément facile parce que tous les Français font pas forcément la démarche. On a en France quand même un beau territoire et un beau terrain d'expression auprès des entrepreneurs qui souvent sont issus d'une jeune génération et qui ont conscience de tous ces enjeux et qui je pense sont je dirais pas des ambassadeurs mais qui sont je pense très 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 disposés à bosser avec des banques, des solutions bancaires comme la tienne. Est-ce que vous travaillez avec eux? Est-ce que vous avez des programmes pour eux? Parce que typiquement voilà, c'est des profils qui peuvent pousser Helios, qui peuvent tu me dis ce que t'en penses, mais moi j'ai l'impression que ce profil-là d'entrepreneur ils peuvent accélérer et ils peuvent aller à contre-courant des boîtes classiques et dire non, vous avez vu les entrepreneurs là, ils sont stylés, ils sont chez Helios, ils sont pas chez vous. C'est vrai. Ça peut être un levier. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus, mais quels sont les programmes que vous avez déjà fait ou est-ce qu'il y a des choses là-dessus? On n'a pas en tout cas, on n'a pas essayé de viser particulièrement des entrepreneurs, c'est la question. À part, du coup, les entrepreneurs du collectif, là, Tous Consomme Acteurs. Très impact. Après, on n'est pas spécialement, comment dire, en tout cas, on pousse pas spécialement à convertir des gens profil entrepreneurs, mais c'est des gens qui sont plus sensibilisés. Bon, déjà parce qu'ils sont dans l'écosystème, donc ils ont forcément entendu parler de toi dans l'écosystème, et en plus parce que profil entrepreneur, prise de risque quand même plus forte, et même s'il y a pas besoin de risque, mais du coup nouveaux produits, tu dis ça a l'air intéressant, je veux être un peu dans les précurseurs. Nous, on a pas mal de profils tech, mais plutôt des personnes qui sont à leur compte, pas mal de freelance dans les clients. Ok, non mais c'était important pour moi aussi d'avoir ce petit point-là, parce que c'est vrai que c'est des profils qui, on le voit, lorsqu'ils montent des projets, ils ont la conscience, ils ont la question sur le comment, le pourquoi, le est-ce que c'est bien fait, est-ce que ça respecte certaines choses, plus qu'il y a, je pense, 15-20 ans. Et c'est important aussi. Moi, j'ai une question plutôt par rapport à toi et l'univers dans lequel tu évolues. Est-ce que tu as senti une évolution? Est-ce que tu as senti des contraintes par rapport au fait que tu sois une entrepreneuse, déjà dans le monde de la finance, qui n'est pas forcément un monde hyper féminin? Comment tu te sens par rapport à tout ça? Est-ce que tu sens que tu vas dans le bon sens et que tu mènes aussi, peut-être pas un combat, mais que tu bosses aussi pour une cause qui est l'entrepreneuriat, qui doit être incarné de plus en plus et un peu plus par les femmes? Est-ce que tu as vu des problématiques là-dessus? Est-ce qu'on t'a fait ressentir une fois que c'était un peu compliqué ou pas? Et parce que c'est une question qui est importante, hein. Au final, les profils féminins en finance, ils sont pas si nombreux que ça. Donc c'est important pour nous aussi de prendre le temps de les exposer et de raconter un peu leur histoire et ce qu'elles ressentent aussi.
Alors je pense que déjà je suis un peu biaisée parce que école d'ingé, donc déjà à peine 30% de femmes. Ensuite finance de marché, je saurais pas dire le pourcentage, mais franchement il y a quasiment que des hommes. Et en plus un peu à l'ancienne, c'est quand même des milieux où je pense que pour percer en tant que femme, en fait faut un peu oublier ta condition de femme, je pense, entre guillemets. Et après, dans l'entrepreneuriat, c'est vrai que quand on a commencé, Julia, en fait, elle venait du VC. Et elle me dit, tu sais, en vrai, en tant que femme, en plus, on est sur un sujet fintech, comme les VC, enfin un peu inconsciemment, ils répliquent toujours la même chose. Donc, s'ils ont vu que les fintech qui ont marché ont été lancés par, je sais pas, des anciens McKinsey, bah, ils auront envie de prendre des anciens McKinsey hommes de 30-35 ans. Parce que ça a marché avant, même si c'est pas aussi conscient que ça. Donc déjà, tu casses un peu le schéma du successful entrepreneur dans la fintech, parce que souvent, tu vas voir plus des femmes dans des secteurs un peu plus, enfin en tout cas dans la conso, un peu plus dans la conso day to day, donc des sujets par exemple dans la... Par exemple, entretien de maison, la cosmétique, etc. Même, enfin, sans faire de clichés, mais c'est plus nombreux. Et en plus, côté levée, bon, j'ai pas les chiffres, mais il y a des études là tous les ans, BCG, Sista, sur les levées de fonds et les levées de fonds par des femmes. C'est assez, enfin, c'est minuscule. La part de femmes qui arrivent à lever est minuscule. Et surtout quand tu commences à monter sur des gros montants. J'ai pas eu l'impression, moi, qu'il y ait eu de problématiques, j'avoue. Mais après, en tant qu'optimiste entrepreneur, je pense qu'on s'est pas focalisé sur les problèmes. Et maintenant, je pense que c'est plutôt positif. Enfin, c'est même très positif parce que même dans les gens qu'on recrute, les hommes qu'on va recruter, je pense qu'il y a aussi... le fait qu'ils sont, enfin, c'est un peu bizarre, enfin, j'allais dire qu'ils soient OK de travailler pour une femme, c'est un peu bizarre de se dire ça, heureusement que t'es OK, mais bon, du coup, il y a quand même un peu un tri, je pense, qui est inconscient, et donc qui sont un peu aussi dans les mêmes valeurs que toi, de promouvoir de la même façon homme ou femme, et en fait, typiquement, j'ai jamais eu affaire, et peut-être que ça arrivera plus tard, mais jusqu'ici, j'ai jamais eu affaire de politique, parité, etc. En fait, le CODIR, il est paritaire, on a moitié femme, moitié homme. Pareil, dans les équipes, on est à peu près à 50-50. Et en fait, ça se fait tout seul. Et ça, je pense que c'est une bonne façon quand tu es une femme entrepreneur. Et le dernier point, c'est en effet, en tant que femme, mais ça, je l'ai pas vu tout de suite, c'est d'être un peu rôle modèle pour les prochaines générations qui disent « Ah oui, d'accord, bah moi aussi, je peux le faire parce que j'ai envie de ressembler à telle ou telle entrepreneuse. » C'est tout l'enjeu, en fait, c'est de montrer ces profils et de les mettre en avant par les réussites. Et de dire, en fait, voilà, ça y est, j'ai un exemple à suivre, j'ai un modèle, parce que les exemples, comme tu dis, de gens de McKinsey qui ont monté des projets successful, oui, il y en a. Mais effectivement, c'est de se créer des modèles et de se dire, OK, je veux faire ça. C'est simple que ça, c'est je veux faire comme ça, je veux faire la même chose. Ça, j'avais eu je crois que c'est ma première stagiaire qui m'avait dit sur la fin de son stage en pause, en fait, ça me fait tellement plaisir d'être venue bosser chez vous et de voir deux femmes qui montent un projet aussi ambitieux. Elle m'a dit, du coup, j'ai l'impression que peut-être que je pourrais faire quelque chose, que peut-être qu'un jour, moi aussi, je pourrais monter une boîte. Je dis, bah oui. Enfin, si tu le veux, oui, tu peux. Enfin, à toi de te donner les moyens. Mais du coup, j'ai trouvé ça assez touchant de se dire, enfin, je vois pas pourquoi elle pensait que ce serait pas possible. Et elle me dit, le fait de vous voir, je me dis, bah ouais, moi aussi, peut-être qu'un jour, je peux y arriver. Donc, j'espère qu'on pourra inspirer, même si on fait pas exprès, mais en tout cas, que ça puisse un peu montrer des profils différents aussi. C'est bien d'avoir aussi en tête le rôle qu'on peut jouer. Et effectivement, c'est bien de l'avoir en tête dans la mesure où, comme tu as dit, tu peux inspirer des profils plus jeunes, tu peux donner envie même on pense aussi à des mères de famille qui se disent, bah tiens, je vais lâcher le boulot, le CDI, parce que ça fait 4-5 ans que je pense à un truc, je vais me lancer. Il y a ça aussi. Et ça, c'est une prise de risque aussi. Encore plus quand t'es maman. Mais c'est des choix qu'il faut encourager. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, sur Charbon, c'est ce qu'on essaie de mettre aussi en avant.
Et je pense que c'est aussi la démarche de la French Tech que tu connais bien, avec qui tu bosses pas mal et tu es aussi au board. Ça me permet de rebondir. Comment aujourd'hui vous travaillez avec la French Tech? Quel est le sentiment que tu as par rapport à l'accompagnement qui est fait au niveau français de la structure et de l'entité French Tech? Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Est-ce que tu sens que ça prend sur des profils différents? Est-ce que tu sens c'est de plus en plus éclectique sur les startups sélectionnées dans les parcours et dans les schémas d'accompagnement? Alors, j'ai fait un board, donc je suis pas la meilleure personne, je pense, pour en parler, mais ce que j'ai pu voir, c'est que les différents parcours d'accompagnement là qui sont créés aujourd'hui par en tout cas la French Tech Île-de-France, ça permet d'aller effectivement chercher des entrepreneurs que tu vas pas aller chercher au premier abord dans des parcours classiques, ou en tout cas qui sont connus souvent que par une partie des gens. C'est comme quand tu es à Paris, souvent tu as plus de chances de pouvoir monter une boîte parce que tu es un peu plus dans les écosystèmes, etc. Donc il y a en effet un enjeu, et typiquement la French Tech travaille à ça, c'est d'essayer d'aller parler à des profils qui sont pas au cœur du système et qui pensent peut-être que la marche est beaucoup trop grosse pour pouvoir sauter le pas, parce que tu dis attends, aller lever des fonds, moi je sais même pas par où commencer, lancer une structure, je sais pas non plus par où commencer. Et donc là avoir des programmes d'accompagnement qui te donnent un peu les bases. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'autres structures d'incubateurs. Nous, on était passé par Make Sense, qui est un incubateur à impact et qui va aussi te donner les quelques clés si tu les as pas. Donc je pense que c'est intéressant. Après, à voir si ça va suffisamment loin dans le cliché de l'entrepreneur. Même s'il n'y a pas de cliché, mais en tout cas d'aller donner en fait, personne n'a vraiment les clés, hein. Ce que je dis, donner les clés, nous on les avait pas. J'avoue que je savais pas du tout comment lancer une boîte. Personne dans ma famille ou même dans mes amis qui étaient entrepreneurs. Alors maintenant il y en a qui se disent du coup si elles l'ont fait, peut-être qu'on pourrait y aller, donc c'est bien. Mais au début tu te dis mais je vais chercher de l'argent où, comment je lance une structure, comment je recrute. Quand tu es sur les premiers contrats, moi je me dis mais j'ai des contrats, imagine je fais des bêtises et que je fais un mauvais contrat à quelqu'un et maintenant je suis bloqué en plus avec le droit du travail. C'est un peu je pense que t'apprends en marchant, et c'est énorme tout ce que tu apprends. Après, ce qui est pas mal, c'est de s'entourer aussi d'autres je n'ai pas fait énormément, mais de s'entourer d'autres entrepreneurs ou en tout cas même d'autres gens qui travaillent dans des startups et donc qui ont aussi les clés des marches à suivre, même s'il n'y a pas vraiment de parcours tout fait, quoi. Non, mais c'est important d'avoir le retour d'expérience sur le boulot qui est fait par la French Tech aussi, hein, parce que c'est ceux qui travaillent avec nous sur cette nouvelle saison de Charbon, et il y a des valeurs communes, il y a un état d'esprit qu'on partage. Tu as dit apprendre en marchant, ça me fait penser qu'il faudrait que tu nous donnes une définition, ta définition de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu pourrais dire si je te demande demain, ok, tu dois pitcher l'entrepreneuriat, tu mets quoi derrière? Je pense que c'est d'être capable d'être sur tous les sujets et bon sur tous les sujets. Pas excellent, moi c'est ce que je dis aux gens que je recrute. Si je suis meilleur que toi sur ton sujet, c'est que t'es pas bon, parce que en fait moi je suis pas assez non plus, je suis pas du tout experte sur tous les sujets, mais en tout cas être capable d'apprendre vite, être très curieux, je pense, et puis évidemment avoir une vision sur son produit, sur son marché. Moi, le seul sujet parfois qui me titille un peu dans certains jeunes entrepreneurs, c'est l'idée je vais lancer une boîte pour lancer une boîte. En fait, faut quand même pour le coup, pour tenir aussi tout ce qu'il y a à faire, faut vraiment sur-aimer ton projet et vraiment vivre ta boîte, parce qu'en fait, tu y penses tout le temps. Et du coup, faut être quand même assez passionné. Donc, entrepreneuriat, je trouve que c'est
dans l'idée un boulot de rêve, je sais plus où est-ce que j'ai entendu ça il y a 2 semaines, ça m'a marqué. En fait, c'est quand même un boulot de chien, c'est un peu violent quand même. En fait, on se récupère souvent plein de boulots qui sont pas les plus sympathiques, même si la plupart quand même sont hyper intéressantes et tu touches à des trucs auxquels tu pourrais jamais toucher en étant dans le salariat. Il y a beaucoup de choses où en fait tu gères juste des choses que personne veut gérer. Il y a énormément de pression que tu dois prendre en mode tampon entre les équipes, les actionnaires, les clients, toi, ta famille, etc. Et du coup, l'idée un peu du chef qui a ses équipes qui bossent et toi t'es tranquille, c'est pas comme ça quoi. Marche pas. C'est pas moi je vois pas ça comme ça. Ouais. Je pense que ceux qui nous écoutent l'ont en tête. C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt de montrer l'exemple par la productivité, le comportement aussi, sans se tuer forcément la tâche. C'est pas ça l'idée, c'est de se dire il faut montrer la voie. Est-ce que tu peux me donner 3 mots clés, parce que c'est bien aussi d'avoir en tête un peu le schéma de pensée sur l'entrepreneuriat. Si tu veux le définir, tu donnes ta définition textuelle, mais là en termes de mots, je commence pour d'ouvrir la voie. Moi je dirais liberté, donc t'as pas le droit de me le piquer. Okay. Je dirais liberté, je dirais passion et je dirais chemin. Voilà. Ok. Alors moi je dirais déjà résilience. C'est marrant parce que dans les podcasts tout le monde dit résilience, donc je me suis je me suis dit voilà, toute seule, 30 minutes. On l'a pas encore calé, fallait qu'on le sorte. Non, mais exactement. Donc résilience, mais en vrai, je pense que c'est le premier mot. J'allais dire passion, mais bon, comme tu l'as dit, il faut que j'en trouve un autre. Mais on peut faire un synonyme, passion, voilà, je ouvre dictionnaire des synonymes, en direct. Non, mais être effectivement passionné, c'est hyper important. Et après, je pense qu'il faut être, comment dire, inspirant. Enfin, inspirant. Parce que... et ça, c'est dur. Enfin, c'est dur parce que tu dois le faire pseudo tout le temps. Ou peut-être que je pense que l'entrepreneur se met un peu trop la pression aussi là-dessus, mais entre les équipes, pour qu'ils se disent « Ah ouais, personne n'est inspirante, sûr, les clients, après la presse, là... » c'est un peu le... Et du coup, jouer un peu un rôle parfois... Moi, justement, en tant qu'ingénieur, c'était pas du tout mon truc. Mais je pense que la difficulté par rapport à un profil plus marketeur, plus école de commerce, plus qui a déjà fait des travaux de groupe, de présentation, de trucs, le boulot, il était quand même là aussi sur le côté. En plus, t'es passé très vite en finance, donc très vite tu gérais pas de l'humain. Là, tu gères de l'humain entre guillemets. Donc c'est quand même, t'as quand même switché à 360. J'ai une question sur justement le parcours et l'évolution. Si tu devais recroiser la toi d'il y a 15 ans, qu'est-ce que tu te dirais? Je me dirais que je pense que j'étais super ambitieuse et en tout cas, je pense que je me mettais un peu de pression sur il faudra réussir quelque chose. Donc un peu lui dire c'est bon, ça va bien se passer, c'est cool. Et ensuite, il y a un truc qui m'avait fait rire. Moi, j'ai rencontré Julia en école. Julia a fait une école de commerce. Moi, quand je la rencontre, en fait, on parlait beaucoup d'entrepreneuriat à l'époque, plus en mode projet d'école. Mais et je lui dis, tu sais, j'ai pas besoin de toi, en fait, parce que en école de commerce, vous savez très bien parler, mais vous savez pas créer des choses, des produits, quoi. Et je lui dis, du coup, moi, je crée mon produit, puis voilà. Et elle me répond, crée ton produit dans ta cave, crée le meilleur produit du monde avec toutes les fonctionnalités dont personne n'a besoin. Et moi, je vais faire un POC, mais 90% plus nul que le tien, et juste, je vais le vendre. Et toi, personne ne va venir à toi parce que personne ne te connaîtra. Ok. Bon, et du coup, le switch il y a 15 ans, c'est en fait la partie... effectivement humaine, management et sortir des skills, des hard skills qu'on t'apprend plutôt dans les profils scientifiques, c'est hyper en fait c'est pas beaucoup plus utile parce que à la fin tu les apprends quand même, mais et qu'en école d'ingé t'apprends aussi énormément de rigueur, de logique surtout, et régler des problèmes, mais c'est hyper important. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Comme tu dis, l'exemple il est très parlant. T'as beau avoir le meilleur produit, même si tu dis, voilà, des features qui servent à personne, parce que t'as pas fait d'études de marché, t'as pas fait de market, ok, mais même si à l'inverse, tu dis que le produit, c'est le meilleur du monde, il répond à toutes les problématiques, il est hyper utile, si personne sait qu'il existe, si personne ne l'a testé, si personne peut le recommander, etc. Donc tout ce qui est lié avec la stratégie globale de la boîte, du produit et son marketing,
Ça peut paraître cliché de dire ça, mais si tu sais pas qu'il existe, oui, c'est réglé, l'histoire elle est réglée. J'ai une question évidemment liée au nom de ce podcast qui est charbon. Il faudrait que tu me donnes ta définition du verbe charbonner. Ça veut dire quoi pour toi aller au charbon? Charbonner, moi j'ai l'impression que c'est de travailler énormément. Donc tu as l'image qui me vient en tête, moi c'est qu'il est 22h, t'es toute seule dans les bureaux et tu dis il faut que je finisse ce truc. Bon, allez, il faut charbonner, après ça sera plié et demain je serai un peu plus tranquille. Ok, donc le petit coup de collier qui te permet d'être dans les temps, d'être efficace et de garder, même si on n'a pas envie de le faire, de garder l'efficacité. Ouais, qui doit pas être trop régulière. Parce que... Qui doit pas... Non, mais c'est clair. Mais il faut aussi, je pense, être raccord et ok avec le fait que charbonner, ça peut être ça aussi. Ça peut être se dire, ce jour-là, ça va être un jour nul. Ok, très bien. Il va rien se passer. Je vais pas être bon au taf. Par contre, je vais le faire jusqu'au bout et demain sera une meilleure journée. Mais comme tu dis, j'aurais fait le boulot. Donc ça aurait été peut-être plus dur que la veille ou que le lendemain, mais c'est l'arrêté aussi. C'est l'arrêté, comme tu le disais tout à l'heure, des projets que tu mènes, le fait que tu gères des humains, etc. Il y a des jours, il faut faire le boulot, même si c'est moins agréable que les... Voilà. Moi, tu vois, ce matin, j'ai raté mon train. Ça m'a saoulé directement, tu vois. Donc on a commencé direct dans un niveau d'énervement plus. Mais j'aime beaucoup la définition qui est à la fois très concrète, très dans le réel, et qui en même temps permet de se projeter un peu et de se dire, faut faire le boulot, parce que demain, c'est cool si je l'ai fait. Est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on va retrouver Hélios dans 6 mois et où est-ce qu'on va vous retrouver dans 6 ans? Dans 6 mois, là on continue à... on fait plusieurs sorties de produits, mais qu'on a déjà quand même pas mal sortis, mais on fait le launch de l'assurance vie. Pour l'instant, il y a une partie des clients qui l'ont, mais là on va passer en full. Donc je pense pas mal de com l'année prochaine. L'objectif c'est qu'on ouvre un peu aussi nos communications à de la com plus communication que ce qu'on a pu faire aujourd'hui, qui était très organique. Là typiquement, on a tenté on a fait le pop-up store, mais on a fait aussi de l'affichage sauvage sur qu'est-ce qui se passerait si les températures dans le monde n'augmentent plus. En fait, cette phrase est fausse, les températures dans le monde n'augmentent plus, cette phrase est fausse, mais c'est encore possible, on est en 2023, c'est encore possible. Là, comment est-ce qu'on peut aller toucher aussi et évangéliser le marché auprès d'autres acteurs qui ne nous connaissent pas, ça c'est 6 mois. Et 6 ans, 6 ans en Europe, je pense, parce qu'aujourd'hui on est français. Et l'objectif, c'est qu'assez rapidement, on passe européen, on va ouvrir petit à petit des nouveaux pays. Et donc, mon objectif, c'est qu'on soit quasiment dans toute l'Europe et qu'on soit vraiment la banque durable de référence en Europe avec une gamme de produits, vraiment une gamme de produits encore plus complète qu'aujourd'hui. Et puis, des centaines de millions d'euros investis dans la transition écologique. Aujourd'hui, on est à 6 millions d'euros investis dans des projets à impact. Demain, même plus que des centaines, j'espère des milliards d'euros investis dans la transition écologique. Ça serait top. Donc garder ses habitudes de consommation, ses habitudes bancaires, mais accélérer la transformation écologique et la financer efficacement, c'est l'objectif, c'est le propos d'Hélios qu'on va évidemment suivre, qui je pense pour tout le monde aujourd'hui est une belle découverte. C'est important de suivre le projet aussi, donc j'invite tous ceux qui nous suivent à aller regarder en détail ce que vous faites et à aller au prochain rendez-vous physique. Prochain pop-up store. Merci à toi déjà dans un premier temps d'avoir répondu à toutes mes questions. Avec plaisir. Je suis ravi de t'avoir eu aujourd'hui. Merci Maëva, merci à tous de nous avoir écoutés. Je rappelle que cette saison de Charbon est en collaboration avec French Tech Grand Paris et French Tech Est. Merci encore à toi, merci à tous et moi je vous dis à très bientôt. Merci.